je sais que ça marche. Donc, bonjour à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer une approche que j'ai mis en place dans le cadre de mon doctorat. En fait, pour faire plein de régressions linéaires sur. En fait, en l'occurrence, c'est pas nécessairement des régressions linéaires, c'est des régressions quadratiques pardon, qu'on va faire. Mais c'est faisable avec des régressions linéaires, c'est faisable avec tout type de modèle en fait. Souvent, on se retrouve avec dans le cadre d'un projet de recherche avec des jeux de données à n'en plus finir, avec beaucoup de variables, et les mettre en perspective, c'est pas toujours évident. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en perspective plein de variables réponses en fonction de plein de variables explicatives. Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire du multivarié dans ces cas-là. Le risque avec le multivarié, c'est que vous sortiez un petit peu du cadre conceptuel de votre domaine et que vous fassiez confiance de manière un peu aveugle à l'analyse statistique qui se passe en background et que vous oubliez un petit peu la réalité, si vous voulez. Donc c'est un risque, hein, mais je veux dire, ça s'appelle du data dredging, c'est pas le drame, c'est juste qu'il faut éviter les biais de causalité en statistique, surtout dans l'interprétation. Donc pour ça, moi j'ai décidé de ne pas opter pour ce genre de choses. On peut faire également, donc dans le multivarié, ça peut être si on met toutes nos variables réponses en fonction de toutes nos variables explicatives, on peut faire de l'ordination contrainte. C'est pas nécessairement le cas ici que je vais faire. Par contre, on peut également envisager de faire ce qu'on appelle du stepwise selection, donc de la sélection basée sur des étapes. Donc on part d'un modèle nul vers un modèle le plus complet possible, en mettant simplement des variables qui a priori devraient avoir un effet sur la variable réponse, des variables explicatives pardon, qui devraient avoir un effet sur la variable réponse. Le risque dans ça, c'est selon, je ne sais plus l'auteur, je vous mettrai la publication, c'est encore une fois le risque de data dredging, le fait que l'on fasse un peu aveuglément confiance au modèle et le risque d'overfitting, en fait, le fait que notre modèle, enfin notre ordinateur, il va chercher à faire fitter au maximum le modèle, donc il va s'arranger pour que toutes les variables qui apparaissent voilà. Donc moi ce que je préfère faire pour plus de sécurité, c'est de faire toutes les régressions possibles et inimaginables, et puis après de sélectionner celles qui ont le mieux fité, basées sur des critères comme tout simplement le coefficient de détermination, et puis de regarder selon les variables et selon la connaissance que j'ai par rapport à ces variables, lesquelles pourraient vraiment expliquer la réponse de ma variable en fait. Donc voilà, je sais pas trop ce que je voulais dire de plus à propos de ça, mais en gros, je sais pas si c'est très clair des fois, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre si c'est pas très clair ce que je dis. Puis n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des packages qui feraient les choses de manière beaucoup plus simple que ce que je suis en train de faire. Ceci dit, c'est vraiment dans une volonté de pas prendre de risque, de réduire le risque au maximum de biais de causalité, donc de faire mon analyse statistique et puis de tenir compte a priori des liens de cause à effet qu'il pourrait y avoir entre les variables. Donc c'est un peu pour prendre des pincettes. En théorie, si je devais faire toutes les régressions linéaires à la main, j'en aurais énormément à faire. Voilà, je vous explique ici grosso modo le genre de choses qu'on peut obtenir. Je pars d'un tableau, donc j'ai déjà fait des sélections et je vous expliquer ça par la suite juste pour vous montrer le résultat qu'on peut obtenir avant tout. Je pars d'un tableau avec 21 000 observations, donc en gros chaque observation, si je vous montre ce tableau, chaque observation correspond à une régression linéaire. Donc ici vous voyez, vous avez un jeu de données par ligne. Donc c'est un jeu de données dans un jeu de données. Ce jeu de données, il a des valeurs Y et des valeurs X. Il a déjà été trié. Donc j'ai déjà retiré toutes les valeurs qui étaient des valeurs aberrantes, donc les outliers.
et puis je lui ai fait faire des modèles. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer comment on fait ça, hein. Et donc ça me fait une liste d'éléments dans le modèle, donc, et j'extrais après ces éléments, donc par exemple le R carré ajusté, le R carré, le coefficient alpha, le coefficient bêta. Bon là c'est dans le cadre d'une régression linéaire simple. Quand on est sur de la régression multiple, quand on est sur des polynômes, des quadratiques, des choses comme ça, on peut, puis après on peut sélectionner, hein, donc celles qui sont, donc là vous voyez c'est les R carrés ajustés qui sont les plus faibles, mais si je mets les plus hauts, on arrive à des choses vraiment intéressantes. Après il faut toujours voir est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est cohérent avec la réalité, avec ce qu'on est censé observer en théorie dans la nature. Voilà. Donc je vais pas continuer là-dedans, je vais juste vous montrer. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'y ai appliqué des filtres sur ces 20 000 modèles, et j'ai réussi à en sélectionner que 34 basés sur mes critères, les critères que j'ai définis comme acceptables pour observer des régressions. Et puis vous voyez ici s'affichent les 34, donc j'en ai obtenu 34, j'ai 34 régressions, et je vais une à une regarder ce que ça donne, et puis est-ce que je suis convaincu, est-ce que ça peut être lié à un lien qu'on peut déjà observer dans la littérature. Puis si c'est pas le cas, ça peut être une variable intéressante à regarder. Bon là c'est des régressions linéaires, hein. Je vous montrerai aussi pour les quadratiques. Vous pouvez le faire pour les cubiques également, etc. Vous voyez, en plus j'ai rajouté ici l'équation, et puis le R carré qui s'affiche à chaque fois, avec la variable, les deux variables impliquées, qu'elles changent à chaque fois. Vous voyez, puis bon, il y a l'année, il y a plusieurs niveaux si vous voulez dans le jeu de données, donc on peut voir beaucoup de choses. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais effacer tout ça. Juste avant de commencer, pour vous indiquer, vous voyez, ça c'est juste en ayant lancé quelques lignes de code. Je suis déjà à 2 Go utilisés par ma RAM. Donc prévoyez une bonne quantité de RAM dans vos ordinateurs si vous faites ce genre d'analyse. Hier j'étais à 6 Go de RAM, donc un ordinateur de 8 ou de 16 Go, 16 Go c'est très compliqué, 8 Go c'est carrément pas possible, donc prévoyez entre 16 et 32 Go de RAM, c'est vraiment l'idéal pour faire ce genre d'analyse. Donc c'est des analyses qui sont ramivores, je sais pas si ça se dit, en tout cas qui consomment beaucoup de mémoire vive. Donc allons-y, on va effacer les objets que j'ai dans mon environnement. Je vais également effacer ma console, ça sert à rien. Je vais vider la mémoire. Donc là normalement il devrait me la vider. Si c'est pas le cas, je sais pas pourquoi. Enfin bref, on va pas insister plus longtemps. Elle devrait se vider au fur et à mesure qu'il voit que je l'utilise pas. Donc je vais juste vous parler rapidement des packages. Ils sont pas tous nécessaires, en fait je pourrais les enlever jusqu'à chaque fois. Moi je me mets mes packages que j'utilise le plus, j'ai une liste de packages, je les mets systématiquement pour faciliter, pour pas avoir à rechercher à chaque fois lequel fait quoi, mais je devrais faire ça de manière plus optimisée. C'est juste que pour moi c'est la facilité, mais je vais vous expliquer les principaux packages que vous avez besoin pour cette analyse. Déjà vous pouvez oublier vegan, factor extra et tout, on n'en a pas besoin, on fait pas du multivarié. Donc le premier package que j'utilise c'est Fur. Fur c'est un package qui va optimiser les calculs de votre ordinateur lorsqu'il fait rouler R en fait. Donc la première chose que je lui fais faire, donc plan c'est une fonction du package Fur, je lui dis tu vas me créer une multisession, donc en gros tu vas utiliser plusieurs cœurs en même temps de mon processeur pour pouvoir travailler. Pourquoi? Parce qu'habituellement R ce qu'il fait c'est qu'il va utiliser un cœur et il va utiliser la capacité maximale du cœur en termes de calcul avant de passer sur un autre cœur. Ici je lui dis directement travaille sur 3 cœurs en même temps, il n'y a pas besoin d'en mettre plus là. Donc si vous avez un bon processeur vous pouvez y aller, mettre 4-5 cœurs en même temps si vous voulez. Souvent on reste quelque chose qui va être un multiple si vous voulez du nombre de cœurs maximum, du nombre de threads pardon, que vous avez dans votre processeur. Ici moi je fais travailler à 3 cœurs, donc en gros il va lancer 3 calculs en même temps, ce qui lui fait gagner 3 fois plus de temps en fait. Donc ça c'est quand même intéressant quand on fait conduire ce genre d'analyse, parce que vous allez voir l'ordinateur il pousse quand même. Ensuite il y a un package, donc ça c'est en fait c'est le package Pur, mais Purgress
il tient en compte le fait qu'il va vous afficher une barre de progression quand vous utilisez le package per. Pour ceux qui connaissent, le package per, il permet de nicher. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré un jeu de données avec un jeu de données dedans. Ça, vous pouvez le faire avec le package per. C'est des documents qui vont exister après, qui n'existeront que dans l'environnement de R. Vous ne pourrez pas utiliser ce genre de documents dans Excel par exemple. On ne peut pas dans Excel ouvrir un jeu de données avec un jeu de données à l'intérieur, ou en tout cas je ne le sais pas. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à le dire. Donc ce package Progress, il permet de faire la même chose que Per, donc à savoir nester, donc nicher des niveaux dans votre jeu de données, ou mapper, c'est-à-dire dans ces niveaux que vous allez avoir créés, appliquer des fonctions particulières dans le niveau, donc dans un niveau sous-jacent du jeu de données. La seule différence avec le petit Grace à la fin, c'est que il permet d'afficher une barre de progression. Donc ça, c'est quand même intéressant quand vous avez des analyses qui durent longtemps, savoir si l'ordinateur n'a pas planté et tout. Donc dans la console, il vous affiche une barre de progression. Bon, je l'ai mis juste pour ça, mais c'était juste pour vous l'expliquer. BeepR, c'est ici, hop. Lui là, c'est un package qui permet de mettre un signal sonore toujours dans la même dynamique, dans la même volonté que ce que je vous ai présenté précédemment avec Progress. L'objectif, c'est de savoir quand est-ce qu'elle est finie notre analyse, parce que vous allez voir, ça peut prendre du temps. Alors, en fait, vous n'allez pas le voir parce que je vais vous sauter cette étape, mais en gros, ouais, ça peut être assez long. Et lui, il va vous dire voilà, c'est fini. Donc il y a plusieurs petits sons, il y a des sons de Mario, il y a divers sons, vous verrez, c'est assez marrant, c'est assez funny, puis ça vous permet de savoir quand est-ce que votre analyse elle est finie. Parce que R, on ne peut pas lancer plusieurs codes en même temps, il va les faire les uns après les autres, ça vous le savez probablement. Voilà, bon après pour les autres, je vais pas trop rentrer dans le détail, tout ça vous n'en avez probablement pas besoin. MMTable, GT, c'est plus pour de l'esthétique, pour fignoler votre truc à la fin. Le Tidyverse, très connu, package qui permet de faire énormément de choses, qui contient notamment Magritar, qui permet d'avoir les petites pipes, vous savez, les pipes là, genre c'est vraiment utile ce genre de choses là. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Ça c'est des choses que quand on commence à maîtriser un peu R, ça devient d'une facilité déconcertante d'utiliser Tidyverse. Certains sont critiques vis-à-vis du Tidyverse parce que bon, il y a quand même tout ce côté, on a tellement liché si vous voulez le langage qu'on devient un peu paresseux dans notre compréhension du langage sous-jacent qui est le vrai langage de R, qui est le RBase. Donc faites attention avec l'utilisation du Tidyverse, mais moi je reconnais que c'est une facilité et d'une efficacité déconcertante, et je suis vraiment heureux que ces packages aient été développés par une grosse équipe. Je pense qu'il y a Ake Wickham qui est un grand programmeur développeur dans R, notamment qui est dans l'équipe de RStudio. Donc si vous ne connaissez pas le Tidyverse, je vous invite à découvrir, c'est vraiment intéressant. ggplot2, ça je pense que beaucoup de gens connaissent. Je pense qu'il fait partie également de la team Tidyverse, mais en gros c'est le package qui vous permet de faire des jolis graphiques comme celui que vous avez ici. Vous pouvez en faire des encore plus beaux, c'est juste que moi je suis un peu feignant, donc là ils sont comme ils sont mes graphiques. Puis vous verrez, si vous cherchez ggplot2, notamment il y a une page qui est intéressante qui s'appelle Airgraph Gallery, je pense que c'est comme ça. Donc pardon, c'est pas comme ça. Graph Gallery qui vous permettra de voir vraiment de magnifiques choses qu'on peut faire avec ggplot. Je pourrais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Graph Gallery, juste pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on est en mesure de faire avec ce genre d'outils. Donc rapidement, si je vous montre, on peut faire des choses vraiment très très belles. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une personne qui si vous voulez, collectionne les différents types de graphiques que vous pouvez faire avec ggplot, et il vous en met toute une bonne quantité pour que vous puissiez être en mesure de le faire. Puis il vous met les codes aussi pour que vous soyez en mesure de pouvoir les reproduire. Donc je vous laisserai aller regarder tout ça, c'est vraiment intéressant.
Donc voilà, ça c'est pour Airgraph Gallery. Sinon après bon, Read Excel c'est pour lire un fichier Excel. dplyr qui fait partie du Tidyverse. Bon, LMFA vous n'en avez pas besoin, c'est si vous faites des modèles multiples généralisés, des modèles linéaires généralisés, pardon. Airstatics, c'est un package qui permet de faire quelques calculs. Bon, on va passer à travers tout ça parce que c'est pas super intéressant. Je vois qu'il y a même écrit 2 fois vegan, donc ça sert à rien. Même ggplot. Bon, bref, il y a plusieurs packages que vous n'aurez pas besoin d'utiliser, mais c'était juste pour vous dire, voilà, ces packages, ils sont quand même assez intéressants. Je pourrais vous les laisser. Donc, parmi les fonctions, j'ai créé quelques fonctions. Get lower tree, puis get upper tree, c'est pour trier, mais je pense pas qu'on en aura besoin ici. C'est des fonctions que j'ai créées qui sont pas nécessairement utiles pour vous. Ça c'est juste pour calculer l'équation d'un modèle linéaire. Ça c'est pour calculer l'équation d'un modèle linéaire généralisé. Et calculer son pseudo R carré également. Ça c'est juste pour avoir quelques statistiques descriptives. Oh, puis celui-ci c'est quoi? Je me souviens plus exactement ce que c'est. Bon, c'est des fonctions à mon avis que vous n'aurez pas besoin pour le projet d'aujourd'hui. Là j'ai créé quelques thèmes pour pouvoir avoir en fait, je me fais moi-même mes propres thèmes, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Il y a des thèmes préfaits, vous irez voir dans Airgraph Gallery, il en utilise plusieurs. Moi je me fais mes propres thèmes pour que ça soit plus esthétique. Donc voilà, vous pourrez utiliser ces thèmes là si ça vous intéresse. Et là en gros c'est mes jeux de données. Donc juste pour vous montrer dans l'analyse, donc là moi j'importe tous mes jeux de données. Ça me fait un gros jeu de données à la fin. Je vais vous passer toutes ces étapes parce que vous n'avez pas besoin de faire ça. En fait, en gros, moi, ce que je veux, vous voyez, c'est surtout l'étape à laquelle vous aurez fait vous aurez votre jeu de données. C'est parce que moi, je travaille pas sur Excel. Donc, pour ceux qui sont habitués à travailler avec Excel, ne regardez pas ça. Directement, on va passer à l'étape où j'ai le... Ah, bon, il m'a fait toutes les erreurs, je sais pas pourquoi. Donc, à la fin, quand j'ai mon df mode, normalement, ça devrait être correct. Voilà. Donc ça c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je vais vous sauter toutes ces étapes où vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que j'ai fait comme nettoyage dans mes données. Si vous voulez, c'est juste du nettoyage et de la transformation. Je sais que c'est des étapes très longues, mais moi je le fais sur R parce que ça va beaucoup plus vite. Mais en gros, à la fin, je finis avec un gros fichier Excel comme ça, avec plein d'informations. Vous voyez, il y a des NA, j'ai plein de variables. Puis j'ai des variables qualitatives ici, puis après toutes les autres c'est des variables quantitatives. Donc j'ai presque, au total, vous voyez, j'ai 256 lignes et j'ai 164 variables. Donc on a vraiment beaucoup de données, et c'est comment on va se débrouiller pour pouvoir traiter tout ça à la fin. Donc, vous voyez, j'en ai, à n'en plus finir. Il y a beaucoup de zéros. Vous allez voir, on va pouvoir nettoyer tout ça, avoir quelque chose de propre à la fin de notre analyse. Voilà, je vais passer vite fait à travers, juste pour vous expliquer. Donc ce que je fais à partir de maintenant, c'est juste vous montrer. Ici on a donc notre jeu de données dfmod, donc le jeu de données que j'ai généré là, qui fait 256 observations et 264 variables. Bon, ça c'est un premier filtre que je lui applique ici pour lui indiquer simplement que je veux qu'il filtre selon la saison et qu'il me prenne juste l'été. Parce que dans mon jeu de données de 256 variables, j'ai l'été et j'ai l'automne. Et moi je veux qu'il s'intéresse juste à l'été. Donc en gros, si je fais dfmod, je lui fais l'été, il me génère mon tableau, vous voyez, il l'affiche dans la console ici, et il prend que l'été. Donc au total, ça devrait me diviser par 2 à peu près mon jeu de données de tantôt. Si on regarde tab, voilà, maintenant il fait plus que 160 observations, vous voyez, 264 variables. Et ensuite je lui enlève un certain nombre de... Donc ça c'est, si vous voulez, c'est la position des colonnes, position 70 à 81 et la position 5. Je veux les enlever ces colonnes, parce qu'elles ne m'intéressent pas, c'est des variables que je considère qu'elles n'ont pas d'utilité dans mon analyse. Donc ça va me diminuer encore un petit peu mon jeu de données. Là c'est un premier filtre que j'ai fait, qui fait que mon jeu de données fait 160 observations de 151 variables. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais choisir les variables que je considère comme des variables réponses. Là, c'est une première étape, et je la fais ici.
Donc en gros, vous voyez, avec pivot longueur, je vais lui dire maintenant tu me fais plus qu'une seule colonne. Toutes mes variables réponses que je considère comme des variables réponses, donc toutes les colonnes que je considère comme des variables réponses, tu me crées deux colonnes, une où je vais avoir les noms de ces variables et l'autre où je vais avoir leur valeur, la valeur qui était comprise en dessous de la colonne, dans la colonne. Et lui, il va automatiquement rallonger mon tableau. Donc multiplier ce nombre de colonnes par le nombre total de lignes, donc ça va être 160 fois le nombre de colonnes que j'ai décidé de mettre dedans. Et donc vous voyez, première étape qu'il me demande, c'est les colonnes. Donc calls égale, et là je lui donne une liste sous la forme d'un vecteur. C, ça veut dire un vecteur dans R, pour ceux qui le savent. Et puis entre parenthèses, je lui mets toutes les variables, donc HW ratio, HW, con ratio, JP ratio, etc. Je les mets pour toutes les variables réponses que j'ai envie de considérer, enfin toutes les variables pardon, que j'ai envie de considérer comme des réponses. Ensuite, je lui dis le nom de la colonne où seront compris les noms de cette de ces variables. Ça s'appellera réponse. Et la colonne où il y aura les valeurs, ça s'appellera yValue, tout simplement. Donc là, si je fais cette chose, vous allez voir, ça va multiplier mon nombre de lignes par le nombre de variables que j'ai insérées, puisque chaque variable va se retrouver avec ne va plus être contenu que dans une seule colonne. Donc vous allez voir, tac, on obtient, je sais pas pourquoi il veut pas ça, HW ratio doesn't exist. Comment ça? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Ça va pas être bien long. Juste, je veux comprendre c'est quoi les variables qui m'ont enlevé en fait. Tantôt. Donc on va recommencer. Je vais aller regarder à quoi ressemble dfmod. Je mets en pause et je vous reviens dans une seconde. Donc je disais, finalement, c'est parce que j'avais oublié de faire des étapes. Donc c'est des étapes dans la partie nettoyage et transformation. Donc je disais qu'on a enlevé, donc ici ça devrait marcher là maintenant. On a donc ajouté, je vais recommencer toute mon étape de tantôt. On a ajouté deux colonnes, on va le faire tout de suite. Donc vous voyez, vous avez là ici notre tableau qui fait 160 observations de 160 variables, il manquait des variables tantôt. Et donc en fait, quand je vais rajouter ces colonnes, il va multiplier par 160, il va multiplier le nombre de variables que je considère réponse par 160. Donc hop, on obtient un tableau qui fait 3840 observations. Je vais faire la même chose pour les variables que je considère comme explicatives. Donc en gros, c'est toutes les variables moins les variables la colonne que j'ai considérée, que j'ai créée avec le nom des variables réponses, les valeurs de ces variables réponses et les espèces de variables qualitatives que je vous ai montrées qui sont au début de mon tableau, parce qu'avant de me servir, c'est des facteurs ça. Donc en gros, je fais la même chose et je lui dis, je lui dis moins en gros. Tantôt j'ai mis C pour lui dire c'est le vecteur de tous ces noms de variables, mais là je vais pas toutes les lister, ça serait beaucoup trop long. Donc je lui fais moins C. Donc en gros tu m'enlèves, c'est l'inverse en gros, tu m'enlèves les autres. Donc ça me donne maintenant un tableau de 495 360 observations de 11 variables. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai une valeur qui s'appelle xValue, où il y a le nom de la variable explicative, et j'ai une valeur yValue avec le nom de la variable réponse. Ne vous inquiétez pas, ici il y a des NAs, parce que des fois, la variable réponse, j'ai pas pu le mesurer pour cette année-là, par exemple. Mais si je vais en 2021, par exemple, ici j'ai des valeurs. C'est tout le temps la même, puisque de toute façon, c'est la même valeur pour la même cellule du même bloc, bref, pour toutes les mêmes valeurs, c'est la même valeur. Et après, il a toutes les valeurs des autres variables explicatives. Donc, à la suite de ça, je vais faire encore une autre étape où je vais créer, bon ça c'est pour créer une variable facteur supplémentaire, je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Hop. Donc j'ai fait la même chose finalement, c'est juste avec deux valeurs, facteur et traitement. Donc ici, je vais lui dire enlève-moi tous les NA de l'analyse. Tous les
les NA, là, les trucs que je vous ai montré tout à l'heure, là, donc tout ce qui n'a pas de valeur, que ce soit pour les X ou pour les Y, je veux que tu me les enlèves, donc il va me diminuer mon nombre de lignes. Vous voyez, j'étais rendu à presque 1 million de lignes dans mon jeu de données. Heureusement qu'on n'a pas besoin de naviguer, parce que je pense que ça, Excel, il le permet pas. Et donc là, ça m'en diminue quasiment de la moitié, il me reste plus que 479 lignes, à peu près 500 000 lignes, donc voilà, on est sur quelque chose d'assez assez gros en termes de jeu de données, en termes de volume. Là, bon, je lui dis d'enlever un élément, une colonne, c'est un détail là, en fait on pourrait passer cette étape, donc voilà, je lui ai juste enlevé une colonne, si vous voulez, qui n'était pas très importante. Et ensuite je lui dis, tu me groupes par toutes les variables qualitatives que j'avais tout à l'heure, le traitement, l'année, est-ce que la cellule a été ensemencée ou non, la variable explicative et la variable réponse. Donc ça, variable explicative et variable réponse, vous voyez, c'est ce qui contient, pardon, c'est pas ce tableau là, c'est ce qui contient les noms de mes variables. Donc vous voyez, j'ai plus les NA de tantôt. Donc ici il a gardé une colonne donc avec tous les noms des variables réponses, et ici le nom de toutes les variables explicatives. Donc en gros je lui dis, je veux que tu me prennes ça, que tu me prennes ça, que tu me prennes aussi cette colonne et cette colonne, et que tu me génères un nouveau tableau avec un niveau de nichage là-dedans. Le nichage, ça va faire que je vais avoir des jeux de données dans des jeux de données. Donc ça va être, ces variables vont rester dans le niveau suprajacent, et toutes les autres vont tomber dans des jeux de données individualisés à des niveaux sous-jacents. Donc si je le fais ici, tac, voilà ce que ça nous donne, on a 61 200 observations, donc on est passé de 478 000, presque 500 000, à 61 000, et en fait maintenant les autres valeurs, elles sont stockées dans des jeux de données individualisés pour chaque ligne. Donc ici vous voyez, j'ai la valeur de la variable réponse, de la variable explicative, et dans un niveau supérieur, j'ai ma variable explicative et j'ai ma variable réponse. Donc en fait, en gros, c'est les valeurs pour ces deux variables. Et il y a également des variables qualitatives qui apparaissent dans ce jeu de données. Donc par exemple la cellule, le bloc, le traitement, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, il vous le dit, hein, dans le truc, il vous dit, il y a 5 variables dans le jeu de données qui correspondent à cette ligne-là. Donc vous allez pouvoir sélectionner dans le jeu de données général de tab, mais vous allez pouvoir aussi faire des modifications au sein de chaque tableau individuel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, on arrive à la partie vraiment mapping, et où ça implique que ça va être long, et le calcul va être long pour l'ordinateur, parce que l'ordinateur, il va faire des calculs individualisés pour chacun de ces tableaux. Donc il va passer de l'un à l'autre, à l'autre, à l'autre, et il va faire des calculs pour chacun de ces tableaux. Donc il ressort à chaque fois pour rentrer dans ce tableau. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il faut optimiser et utiliser des packages qui vont pouvoir vous permettre d'optimiser votre processeur. Alors ici je vais créer un autre tableau. Donc ça va être un peu long, je vais pas la lancer cette ligne de code, comme ça vous allez pouvoir voir surtout les résultats, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait cette ligne de code. D'abord, en premier lieu, je vais lui faire enlever toutes les variables que je considère comme des outliers. Qu'est-ce que je considère comme des outliers? En fait, un outlier, c'est défini par une équation qui est celle de toutes les valeurs qui sont en bas de certaines valeurs ou au-dessus d'une certaine valeur. Donc il y a un x, si vous voulez, une valeur inférieure et une valeur supérieure, après lesquelles on ne peut pas considérer que ces valeurs elles soient cohérentes avec la distribution des autres valeurs dans le jeu de données. Donc pour ça, je lui fais calculer le premier quartile, donc en lui disant quantile de la valeur de x, puis je lui demande le premier quantile, donc le deuxième quantile qui correspond au premier quartile, donc 25% des valeurs qui sont comprises entre les 25% des valeurs les plus basses, si vous voulez, moins 1.5 fois l'intervalle interquartile. Donc ça sera pour mon inférieur pour x, donc dans mon tableau, si je regarde ici,
il va me calculer la valeur inférieure pour x minimale. Donc la valeur qu'on peut, si on est en dessous de ça, eh ben, c'est considéré comme un outlier, puis la ligne sera automatiquement éliminée. Il va également me calculer la valeur maximale des x. De la même manière, sauf que là il utilise le troisième quartile plus 1.5 fois la valeur de l'intervalle interquartile. Et donc il éliminera les lignes où ça sera trop haut par rapport à la valeur maximale. Ça, vous pourrez aller voir, il y a de la documentation sur comment on détermine un outlier dans un ensemble de jeux de données. Il va le faire également pour les valeurs de y, parce que je les ai pour x, je le fais pour x, mais je le fais aussi pour y. Et donc, il va me calculer ces valeurs. Vous voyez, il va me créer x-inf, x-sup, y-inf et y-sup. Puis ensuite, dans la ligne juste en dessous, je lui dis pour chacune, donc map, vous voyez, map double, ça, ou map, comme ça tout simplement, c'est des fonctions de pure, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui permettent de savoir, qui permettent de faire ce calcul à un niveau de nichage inférieur. Donc en gros de le faire au sein des petits jeux de données qui sont inclus dans le gros jeu de données. Si j'utilise pas map, il va appliquer des fonctions au sein du gros jeu de données, mais quand je lui dis utilise map et fais-le dans la colonne data, il va aller chercher le jeu de données à l'intérieur et il va faire cette correction au sein du jeu de données. Donc là, ce que je lui dis de faire avec map, donc déjà je lui dis avec map double de le calculer pour chacun des jeux de données, et avec map il va filtrer toutes les valeurs qui sont en dessous de la valeur x inférieure, toutes les valeurs pour x qui sont au-dessus de la valeur x supérieure, donc tout ça il va les éliminer, et il va également éliminer les valeurs pour y et pour y inférieure à la valeur maximale, minimale et inférieure à la valeur maximale de cette, en tout cas des outliers. Il va éliminer les outliers en faisant avec cette ligne de code, pour rentrer plus loin dans le détail. Ensuite, je lui dis également de me calculer le nombre d'observations qui va rester une fois qu'il va avoir fait cette étape de filtrage. Pour chacune, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Pour chacune de ces jeux de données, imaginons que là il élimine 4 valeurs. Il me resterait plus que 2 lignes sur les 6. Faire une régression sur 2 observations, ça ne vaut rien, donc il faut les éliminer. Donc moi je lui dis calcule-moi le nombre d'observations par jeu de données que tu as. Calcule-moi également le nombre de valeurs qui sont distinctes chez x et chez y. C'est-à-dire que si j'avais 6 valeurs qui valent 3, même si j'en ai 6, ça sert à rien, il ne va pas me faire une régression linéaire sur des valeurs qui valent toutes 3. Vous voyez, parce que ça montrerait déjà pas d'effet d'une variable sur l'autre. Puis en plus de ça vient, c'est qu'il y a peut-être un problème si j'ai tout le temps la même valeur en fait, si vous voulez. Donc en gros, je lui dis ensuite à l'étape suivante, donc je lui dis ici tu vas me calculer ça, mais tu me crées cette variable là au sein du tableau général. Donc ici il va me rajouter une colonne avec écrit ops, il va me rajouter une variable avec écrit x et une variable y, x distinct pardon et y distinct, en me disant le nombre de valeurs que j'ai de différentes. Donc lui il calcule le nombre indistinct, il calcule le nombre de valeurs différentes qu'on a. Donc par exemple si j'ai un 3, un 4, un 5 et un 6, j'ai 4 valeurs différentes, donc il va me dire que ça vaut 4. Si j'ai un 3, un 3, un 3 et un 5, il va me dire 2 parce que j'ai 3, 3 et un 5, donc au total ça me fait 2 valeurs différentes. Et il va faire pareil pour y. Et après moi je lui dis, tu vas m'éliminer dans le gros tableau toutes les régressions linéaires, tous les jeux de données où je n'ai que 3, où j'ai pas plus de 3 observations, tous les jeux de données où j'ai pas plus de 3 valeurs distinctes pour x et pas plus de 3 valeurs distinctes pour y. Pour un peu faire ce filtre déjà de qualité, si vous voulez, des données. Ensuite, je lui fais calculer mon modèle. Donc, tout simplement, je lui dis, tu me crées une colonne modèle dans le gros tableau qui va correspondre au modèle linéaire de y et de x pour la ligne en question dans le petit tableau. Vous comprenez? Donc, pour chacune des lignes, il va créer une colonne modèle dans le gros tableau avec des éléments du modèle qui seront dans une liste
non pas dans un jeu de données. Ici, vous voyez, quand il y a le petit icône comme ça, c'est un jeu de données. Et puis, il va faire une régression linéaire entre ces valeurs et ces valeurs. Et il me mettra ici dans la colonne les résultats du modèle. À partir des résultats de ce modèle, je vais lui faire extraire le R carré ajusté, en lui faisant calculer sur le sommaire du modèle le R carré ajusté, le R carré également. Pourquoi le R carré ajusté plus que le R carré? Parce que le R carré ajusté, il tient compte de l'overfitting. Alors que le R carré, le coefficient de détermination, il n'en tient pas compte. Donc il est un peu plus, si vous voulez, il est un peu plus conservateur dans la méthode, il est plus restrictif au niveau de la... Comme je vais me baser sur ça pour faire ma sélection de modèles par la suite, il est plus restrictif à ce niveau-là. Ensuite, je lui fais calculer le coefficient alpha de l'équation et le coefficient bêta. Donc le alpha, c'est la pente, et le bêta, c'est l'origine. Tout simplement. Et je lui dis, tu me drops également, tu m'enlèves toutes les valeurs qui correspondront à DNA dans ce tableau. Pardon, pas dans ce tableau, dans ce tableau-là. Donc si à un moment donné, il y a des NA qui apparaissent quelque part, par exemple dans le R carré ajusté ou dans le R carré, il va les éliminer d'office. Enfin, je lui mets cette petite ligne de code, je vous ai parlé du package BIP-A tantôt, donc je lui dis, quand tu auras fini l'analyse, bah, tu joueras une petite mélodie. La mélodie, c'est celle-là, celle que j'ai choisie. Donc ça, c'est la mélodie de Mario que j'ai choisie pour pouvoir m'indiquer quand est-ce qu'il a fini l'analyse, parce que ça, c'est long. Avant, au début, ça prenait 3 heures. Après, j'ai optimisé mon code, j'ai changé certains éléments et ça va beaucoup plus vite. En fait, surtout, il y avait des choses où je mettais à plusieurs répétitions des mutate, sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il génère un mutate, vous voyez, au lieu que je les fasse générer les 3 dans la même boucle, il repassait à travers tout le tableau, donc il repassait à travers les 61 200 observations. Excusez-moi. Je ne vais pas lancer cette ligne de code, ça prendrait 15 minutes et ça n'a pas d'intérêt pour vous. Sachez juste qu'à la fin, on obtient un tableau que j'enregistre grâce au format Save RDS. Donc en gros, ça va me... je me demandais comment j'allais faire au début, parce que le problème, c'est que vous savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Excel, il peut pas enregistrer, il peut pas lire par exemple des tableaux, je pourrais pas enregistrer au format CSV ou .xls des tableaux comme ça avec des tableaux contenus à l'intérieur, c'est pas possible. Donc il y a un format de fichier qui marche bien, qui est un format pour R, qui s'appelle le format RData, et donc en gros je lui dis, tu m'enregistres ce tableau que j'obtiens à la fin. Comme c'est long, je ne veux pas avoir à le refaire 50 fois. Je ne veux pas le refaire à chaque fois que je rouvre mon ordinateur. Donc en gros, tu me le fais une seule fois, tu m'enregistres ce tableau au format RData et je lui mets le chemin d'accès pour qu'il puisse aller là-dedans. Et ensuite, je peux le lire en fait. Donc là par exemple, je l'ai déjà enregistré, donc je vais vous montrer ce que ça me donne. Donc là il est en train de le lire, il va me dire bientôt que c'est fini. C'est assez long parce que effectivement c'est un gros jeu de données. Voilà, il me le donne. Donc ici maintenant j'ai mon tab 2. Donc en gros toutes ces étapes là qu'il a fait, vous voyez, ces étapes de sélection et de filtrage, il les a réalisées. Et donc je me retrouve avec 20 000, presque 21 000 modèles. Donc ça me donne un tableau comme ça. Donc toujours pareil, j'ai mes variables, j'ai mon jeu de données. Sauf que là maintenant il m'a rajouté le x inférieur, le x supérieur, le y inférieur et le y supérieur sur lesquels il a fait sa sélection dans le jeu de données pour éliminer les valeurs qui étaient aberrantes, donc les outliers. Il a calculé le nombre d'observations que j'avais au total, donc vous voyez, il y en a où il y en a 6, il y en a où il y en a 5, il y en a où il y en a 7. Et puis il m'a calculé également le nombre de valeurs différentes chez x et chez y. Et il a stocké les modèles dans une colonne modèle qui contient une liste de différents éléments. Donc pour chaque modèle, il y a une liste de différents éléments. Donc par exemple, si j'y clique dessus, on peut voir qu'il y a les coefficients. Donc ici on a l'origine et ici on a le x-value. Donc ça c'est la pente. Ici on a les résidus.
Ici on a bon, les effets, il va vous dire lesquels sont en effet, etc. On peut récupérer quelque part, je pense, donc là je sais pas trop, ici ça c'est la formule. Peut-être un peu plus loin, il y a des éléments plus portant sur le R carré, je sais pas où on les voit ici, mais en tout cas il y a des éléments qui portent sur ça, sur le R carré, sur le... Donc vous allez voir comment on peut les extraire. On peut les extraire donc avec les éléments que j'ai mis tout à l'heure dans mon code qui me permettait d'extraire ces éléments-là à partir du summary. Et donc il me les stocke également dans une colonne. Donc en gros il me stocke la valeur du R carré ajusté, la valeur du R carré, le coefficient alpha, donc la pente, et l'origine. Donc si on regarde déjà juste pour tous les modèles qu'il m'a sélectionné, les 20762, donc pour la variable par exemple TEV en fonction de la variable HW, et ben il me dit que le R carré il est ajusté, il est de 0.03, ce qui est extrêmement faible. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, il y a même des négatifs. Donc là ça veut dire que c'est... Normalement c'est pas... pour les R carrés ça tombera jamais dans le négatif, par contre les R carrés ajustés ça peut tomber dans le négatif. Donc là on peut considérer que c'est des très mauvais modèles. Ici on commence à avoir des trucs intéressants avec des 0.5, ici des 0.7, vous voyez. Et alors je peux les trier, hein. Je peux lui dire tu me mets les plus bas, tu peux me mettre aussi les plus hauts. Et les plus hauts, vous voyez, on a des choses comme 0.99, etc. Mais je vais appliquer de nouvelles corrections, parce que 0.99, c'est pas dit, même si j'ai un 99% de fitting sur ma droite de régression, c'est pas dit que ça soit nickel. Par exemple, on peut voir que j'ai, ici c'est pas trop mal, on a 8 observations sur le 8 possible, puis c'est le boulot en fonction du fer. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose dans la littérature? Pas sûr. Donc ce que je vais faire pour ça, je vais lui dire maintenant tu vas me sélectionner pour ceux où la pente est inférieure à 0, tu me les prends parce que c'est plus rare qu'il y ait un effet si vous voulez négatif d'une variable sur l'autre. Il ne peut pas y avoir de la collinéarité dans ce temps-là, donc ça m'intéresse vachement plus quand il y a des si vous voulez des corrélations négatives entre deux variables que quand j'ai des corrélations positives où là pour le coup il peut y avoir de la collinéarité et de la covariance. Donc ce que je lui dis c'est que quand la pente elle est inférieure à 0, donc elle est négative, je veux que tu me gardes toutes les régressions linéaires qui sont au-dessus avec un R carré au-dessus de 0.8. Et pour toutes les autres ça sera au-dessus de 0.9. Donc en gros c'est déjà assez restrictif, et quand je fais ça, déjà on va diminuer, vous allez voir ce que ça me génère. Ça me fait un tableau, ça prend un peu de temps, et voilà, j'ai mon tableau plotreg ici, où il ne m'a sélectionné parmi les 20 762 modèles, il ne m'en a sélectionné que 155. Déjà on a vachement diminué. Ensuite je lui dis que je veux qu'il me garde certains éléments selon que c'est ensemencé ou non ensemencé. Donc ça va me réduire encore mon modèle en théorie, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de voir dans certaines conditions et il y a des choses que j'ai envie de voir dans certaines conditions. Donc pour certaines variables réponses, ça ne m'intéresse pas de voir leurs résultats dans certaines conditions, par exemple dans le cas où c'est ensemencé, et il y en a d'autres que j'ai envie de le voir quand c'est justement pas ensemencé. Donc pour ça, j'ai sélectionné et je lui ai dit quand on est dans un contexte ensemencé, je veux que tu me regardes telle variable réponse, et quand on n'est pas dans l'ensemencé, je veux que tu me... Puis toutes les autres, tu me les élimines. Donc en gros, quand je fais ça, tac, on tombe encore un petit peu plus bas. Ici, vous voyez, on n'a plus que 59 sur les 155 qu'on avait au début. Donc on est passé déjà de 20 000 modèles. Au tout début, on avait 61 000 régressions possibles. Il a déjà éliminé un bon paquet de régressions juste en faisant ce petit travail de synthèse sur les résultats de base des régressions. Et après les résultats de ces régressions, il a encore éliminé sur les 20 000, il n'en a gardé que 59. Mais on ne va pas s'arrêter là. Là, je vais lui enlever également tous les modèles qui ont moins de 6 observations, parce que j'ai 8 observations au maximum sur mes modèles, et en bas de 6, ça commence à faire vraiment trop peu pour pouvoir juger qu'une régression est de qualité. Donc, hop, je vais également lancer cette ligne de code avec le nombre d'observations, et là, il va refaire ce calcul, et on va voir le résultat tout de suite.
on a encore diminué. On est passé de 59 à 34 observations. Donc il a encore éliminé quelques modèles. Ensuite, je lui fais également calculer la valeur P. La valeur P de Pearson du fitting des valeurs, de la qualité de fitting des valeurs dans le modèle. Donc pour ça, je lui dis de calculer la valeur P, puis je vais lui demander également de faire un filtre sur ça. En fait, là, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait le rajouter. C'est juste pour calculer une variable supplémentaire qui nous permettrait d'avoir un critère supplémentaire pour pouvoir sélectionner les modèles. Mais on est déjà rendu à 34 observations, c'est plutôt pas mal, c'est déjà beaucoup plus simple à analyser que 20 762. Vous pouvez toujours faire évoluer vos critères ici, être plus rigoureux, enfin être plus exigeant, demander du point 8,5, point 9, ou du point 9 pour les deux, et du point 95 ici, ça pourrait être encore plus exigeant. Donc par exemple, je pourrais point 8,5 ici, puis point 95 ici. Si je le faisais, ça nous donnerait quoi ? Hop, mettons-nous là, après je vais vous expliquer le reste. Donc ça nous donnerait plus que 11 modèles. Voilà, là on serait sur quelque chose d'intéressant quand même à analyser. Ensuite, donc je lui fais calculer la valeur P, je lui fais également formuler l'équation de la droite de régression. Donc pour ça, j'utilise une petite fonction qui s'appelle strc qui va coller des caractères ensemble. Donc lui, il va coller quoi? Il va coller certains caractères comme par exemple le R carré ajusté ou le R carré, le coefficient alpha, le coefficient bêta, puis je lui dis de les coller et de m'ajouter ça au bout dans une phrase avec x plus. Donc en gros il va rajouter ici, vous voyez il y a écrit y est égal et il va rajouter ces éléments automatiquement. Donc ça me génère donc voilà une variable qui s'appellera y dans ce jeu de données. Donc si je le fais, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, voilà. On va pouvoir regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc dans plotreg, maintenant j'ai plus que 11 régression linéaire et il m'a généré cette petite variable qui est en fait une phrase qui contient, c'est pas vraiment une phrase mais ça contient le contenu de l'équation de la droite de régression. Je vous montrerai tout à l'heure, là vous voyez par exemple il y a des petits coquilles comme ça où ça fait plus moins, on préférait qu'il y ait juste moins plutôt que plus moins. Ça je vais vous montrer, il y a une technique pour pouvoir le faire également avec du conditionnel en lui disant ben, là quand on est sur une valeur négative, je veux pas que tu me fasses afficher le plus, quand on est sur une valeur positive, je veux que tu me fasses afficher le plus. Donc ça c'est assez simple également à faire. Puis après je lui fais faire une dernière chose, c'est de calculer, de me générer tous les graphiques, donc dans une colonne que je vais appeler plot, hein, qui apparaîtra au bout de tout ça. Il me mettra une autre colonne avec écrit plot et dans tout ça il y aura dans cette colonne sera contenu les éléments du graphique que vous voyez apparaître ici. Donc pour chacune des régressions il y aura un graphique associé qu'on pourra tous afficher en même temps, vous allez voir. Donc là pareil je lui dis de le mapper, donc de le faire pour chaque valeur de chaque jeu de données qui sont contenus dans le jeu de données et d'utiliser ggplot pour générer un jeu de données, pour générer un graphique pardon, avec tous les éléments qui sont contenus, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le petit point comme ça veut dire dans le jeu de données en gros. Donc pour pas avoir à préciser à chaque fois le jeu de données, lui considère que le point c'est dans le jeu de données. Donc en gros il va aller chercher les valeurs du jeu de données que je lui ai dit dans map, dans la colonne data, et il va générer, basé sur les valeurs esthétiques de x et de y, il va générer un nuage de points avec une régression linéaire. Et donc voilà un ensemble d'éléments, donc il va faire afficher par exemple la variable explicative en abscisse et la variable réponse en ordonnée, ou l'inverse plutôt, et il va également rajouter dans le titre un des éléments qui est contenu ici, par exemple l'année. Vous voyez ici j'ai l'année ici, qui va faire apparaître ça dans le titre, et dans le sous-titre il va faire apparaître un autre élément, donc par exemple le traitement ici. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Puis il va rajouter un petit caption en bas avec l'équation, donc je lui dis paste y égale, donc ça c'est un peu de caractère y, donc là y c'est
cette colonne Y qu'on a dans notre tableau avec le contenu de l'équation. Et également, je lui dis, tu me mets R2 égale, et là tu me mettras round R2 à la deuxième décimale. Donc en gros, tu me mets la valeur du R2 à la deuxième décimale. Donc si je fais ça, ouf, ça me génère toujours notre tableau pareil, et sauf que ça nous a rajouté une variable à la fin qui s'appelle plot et qui contient tous les éléments du graphique en fait. Donc si on regardait comme ça, là, on peut aller naviguer là-dedans, hein, mais personne ne fait ça, mais enfin, vous pourrez regarder, il y a des éléments, si vous voulez, graphiques qui vont permettre de faire apparaître notre graphique. Donc après, j'ai juste à lui dire dans le tableau plotreg, donc celui qu'on a généré, où ça contient les données, où ça contient le modèle, ça contient le graphique, etc. Tu vas me sélectionner, donc vous voyez, hop, dans plotreg, $, donc dans ça, tu me sélectionnes, j'aurais pu lui dire fais-moi apparaître les modèles, fais-moi apparaître les données, etc. Là, moi je lui dis fais-moi apparaître les graphiques. Donc plot. Et si je clique, vous voyez, ici, il calcule tous les éléments de graphique et il me sort les 11 graphiques différents. Donc ça, c'est le 11e graphique. Puis là, je peux tourner avec les flèches, voir mon 10e, mon 9e, 8e, 7e, voilà. Donc tout ça, c'est des régressions linéaires. Et il a sélectionné les plus pertinents. Mais vous voyez, il continue à y avoir des choses un peu inintéressantes à regarder. Et donc ça, c'est les choses qu'on va pouvoir éliminer à la mano, à la fin, avec nos propres connaissances du domaine, si vous voulez. Donc il y a des choses, des éléments, voilà, après vous vous amusez à analyser est-ce que ça fait du sens, cette variable réponse en fonction de cette variable explicative, et de regarder par rapport à la littérature, au contenu que vous connaissez, puis à la force de la régression également. Donc après c'est à vous de sélectionner par rapport à ces valeurs, etc. Mais ça vous permet de faire une première sélection de régression et de savoir qu'est-ce qui est intéressant à regarder ou pas. On peut également faire apparaître des éléments, par exemple, si je mets la couleur de mes points, c'est le traitement. Donc là, pareil, il va me générer toujours pareil cette sélection. Et après, à la fin, vous voyez, il va me faire apparaître mes mêmes modèles, mais avec la couleur du traitement. Donc là, déjà, je peux avoir, ah tiens, je vois qu'effectivement, il y a une régression, une corrélation négative. Et en plus, je me rends compte que le traitement SRCW, il a plutôt peu de cette variable explicative. Donc en fait, c'est peut-être lui qui finalement joue un rôle dans cette variable-là. C'est un peu le traitement finalement qui joue son rôle. Donc c'est des choses intéressantes qu'on peut regarder. On peut rajouter des éléments comme ça, de couleurs, etc. On peut tout faire pareil pour les polynômes. Il suffit juste d'indiquer dans le modèle qu'on veut un polynôme. Ici, au lieu d'écrire x value, on peut mettre poly. Donc c'est un polynôme, et si on veut lui indiquer que c'est un quadratique, on lui met 2. Si on met 3, ça devient un cubique, etc. Donc hop, on enlève tout ça. Voilà, c'est à peu près tout pour ce que je voulais vous montrer. Je peux partager mes lignes de code si vous le souhaitez. C'est un petit tuto comme ça, mais j'essaierai de faire des choses de meilleure qualité plus tard. En tout cas, vous pouvez utiliser ceci pour faire toutes vos régressions possibles et inimaginables dans votre jeu de données et réduire ces régressions à quelque chose de beaucoup plus restreint et beaucoup plus efficace, et pas avoir à faire j'aurais pas pu faire ces 61 000 régressions à la main et me rendre compte qu'il y en avait plein qu'il aurait fallu que j'élimine. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Voilà.